qu'en France, moi j'aime le Suisse. Alors, on n'a pas voulu venir avec nous à LA, c'est ça? Passez de bonnes vacances, les gars. Je m'appelle Youssef. Aujourd'hui, j'ai 43 ans et je souhaite vous raconter mon histoire. Celle d'un jeune homme insouciant, passionné par le sport et les voyages, persuadé que rien ne pourrait jamais lui arriver. Jusqu'à ce jour, tout a basculé. Ce récit, je vous le livre pour témoigner, inspirer et peut-être prévenir ceux qui pourraient un jour se retrouver dans ma situation. 31 août 2011. Une soirée ordinaire en apparence. Mais une décision, une seule, allait tout changer. Je suis né et j'ai grandi dans une banlieue parisienne, dans un petit quartier pavillonnaire où chaque visage était familier, chaque ruelle empreinte de souvenirs. Mon enfance a été bercée par la chaleur des repas en famille, les jeux improvisés dans la rue avec mes amis et les longs étés où le temps semblait suspendu. À la maison, mes parents incarnaient l'amour et la bienveillance. J'étais entouré d'un cocon de tendresse, de principes solides et d'une foi discrète mais omniprésente. Dès mon plus jeune âge, je débordais d'énergie. Je courais partout, toujours en mouvement, toujours curieux. J'avais cette soif d'aller au-delà des frontières de mon monde. Une envie irrépressible de découvrir ce que la vie avait à offrir. Chaque jour, je rêvais plus grand, porté par l'envie de m'accomplir, de vivre intensément, de ne jamais passer à côté de l'essentiel. Pour moi, le sport a toujours été bien plus qu'une simple activité physique. C'était un exutoire, un refuge, une manière d'exprimer tout ce que les mots ne pouvaient pas toujours dire. Quand je poussais mes limites dans une salle de musculation ou pendant une session de footing, je retrouvais cette sensation de contrôle, cette fierté de voir mon corps répondre à ma volonté. Chaque goutte de sueur, chaque douleur dans les muscles était le témoignage d'un effort, d'un engagement envers moi-même. Le sport m'a forgé une discipline inébranlable, une rigueur de vie, mais surtout, il m'a offert une confiance solide, presque inébranlable. C'était ma façon de me sentir libre, maître de mon corps, de mes choix, de mon destin. C'était une passion brûlante, viscérale, qui m'a construit jour après jour. Avec mes amis, nous formions une véritable fraternité, unis par des années de complicité, de fou rire, de confidence et de rêves partagés. Nous étions plus que des copains, nous étions une famille choisie. Nos voyages n'étaient pas de simples escapades touristiques, mais des aventures humaines, intenses. En Europe, en Afrique du Nord, à Dubaï ou encore en Thaïlande et aux États-Unis, chaque destination était une promesse de découverte, de soirées interminables à rires aux éclats, de moments suspendus sous un ciel étoilé. Nous prenions des photos, pas juste pour les souvenirs,
Mais pour capturer cette sensation d'éternité, ce sentiment que rien ne pourrait jamais nous atteindre, nous étions jeunes, audacieux, parfois imprudents, mais surtout animés par une foi inébranlable en l'avenir. À cette époque, l'insouciance était notre force et l'amitié notre refuge. Je me souviens parfaitement de cette époque. C'était une période d'élan, de légèreté, de rêves sans limite. On avait des projets plein la tête, des étoiles dans les yeux, et cette certitude naïve que l'avenir nous appartenait. On riait fort, on vivait vite, comme si le temps n'avait aucune emprise sur nous. Rien ne semblait pouvoir freiner notre élan, ni nos ambitions. L'insouciance régnait en maître, douce et trompeuse à la fois. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un seul instant, un seul événement suffirait à faire basculer cette insouciance en douleur, ce sentiment d'invincibilité en une lutte quotidienne. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. En quelques secondes, tout a changé. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ressens une boule d'émotion monter en moi. Ces souvenirs d'insouciance, de rires partagés, de rêves innocents me paraissent à la fois si proches et si lointains. Cette jeunesse, c'était une pépite d'or que je ne savais pas encore tenir entre mes mains. Chaque moment passé avec mes amis, chaque fou rire, chaque voyage, chaque coucher de soleil partagé sur une terrasse quelque part dans le monde, c'était plus que de simples instants. C'était la vie dans sa forme la plus pure, la plus vibrante. Et c'est en revivant ces images dans ma tête que je comprends aujourd'hui, avec toute la force de mon vécu, à quel point la vie peut basculer. En une seconde, sans prévenir, mais aussi combien chaque moment compte et mérite d'être pleinement vécu. C'était le tout début du jour, ce moment suspendu entre la nuit et l'aube, quand le ciel commence à pâlir doucement. Quelques heures plus tôt, on riait encore, insouciant, croyant que rien ne pouvait nous atteindre. Mais ce matin-là, la voiture dans laquelle je me trouvais est tombée en panne d'essence, sur une route nationale encore déserte. Mon ami, inquiet, est parti chercher du secours, me laissant seul à l'intérieur. Je dormais profondément sur le siège passager, bercé par le silence, inconscient de l'instant décisif qui approchait. Autour de moi, tout semblait figé. La brume du matin, le froid qui s'infiltrait doucement dans l'habitacle, le ciel qui changeait imperceptiblement de couleur. Et pourtant, dans cette paix apparente, un danger invisible filait droit sur moi. Je n'avais aucune idée que ma vie, telle que je la connaissais, allait être balayée en une fraction de seconde. Que ce lever de soleil serait le dernier que je verrais debout, libre, insouciant. Je dormais paisiblement, enveloppé dans ce sommeil profond et réparateur qu'on connaît après une longue nuit de fête. Le jour commençait à poindre à l'horizon, mais pour moi, il n'y avait que le silence et l'inconscience. Je ne ressentais rien, je n'entendais rien. J'étais loin, protégé dans une bulle dont je ne savais pas encore qu'elle allait éclater brutalement. À ce moment précis, j'étais totalement à l'écart de la réalité, incapable d'imaginer qu'une simple fraction de seconde allait faire voler en éclats tout ce que j'étais, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'espérais. J'étais paisible, oui, mais à quelques instants d'un bouleversement absolu. Un camion m'a violemment percuté par l'arrière, projetant mon corps et détruisant tout ce que j'avais connu jusqu'à ce moment. Sur la RN 184 en direction de Saint-Germain-en-Laye. Un accident grave se produit. Une première témoin conductrice déclare « Je circulais sur la RN 194. J'ai vu un poids lourd rouler sur la file de droite. Un véhicule, une Renault Clio, était arrêté sur cette même file. Le poids lourd a tenté de l'éviter, mais il l'a percuté à l'arrière. Le choc a été très violent. Je n'ai pas vu de feu de détresse. Peut-être qu'ils étaient masqués par la glissière de sécurité. »
Une seconde conductrice précise. Je pense que le véhicule était à l'arrêt. Je n'ai pas vu les feux non plus. Mais j'étais situé plus loin. La barrière gênait la visibilité. Tout est allé très vite. Le conducteur du poids lourd est entendu à son tour. Je roulais sur la RN 184, sur la voie de droite. J'ai aperçu un véhicule à l'arrêt. J'ai immédiatement tourné le volant vers la gauche, pour tenter de l'éviter. Mais je n'ai pas eu le temps de freiner. Le choc a été inévitable. Je n'ai pas vu de feu de détresse. Peut-être qu'ils étaient masqués par la barrière de sécurité. Un pompier professionnel, qui se rendait à son travail, suivait le poids lourd. Il déclare « J'étais sur la RN 194, dans le même sens que le camion. Je roulais juste derrière lui. J'ai vu le choc. Le camion a percuté une voiture à l'arrêt sur la voie de droite. Je me suis immédiatement arrêté. Je suis allé vers le véhicule accidenté. À l'intérieur, un homme inconscient. J'ai pratiqué les premiers gestes de secours. J'ai dégagé les voies aériennes et j'ai attendu l'arrivée des secours. Il était grièvement blessé. 4 regards, une même scène, un choc inévitable, une vie suspendue, dans l'attente d'un souffle. Je suis pas tombé dans le coma tout de suite. J'ai ouvert les yeux sans comprendre. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais même pas que j'avais eu un accident. Tout ce que je ressentais, c'était cette envie irrépressible de dormir, comme si mon corps voulait lâcher prise. Et puis, il y a eu cet homme, un pompier qui allait juste prendre son service ce matin-là, dans la caserne de cette commune. Il se trouvait juste derrière le camion, au moment exact de l'impact. Il s'est arrêté immédiatement, a sécurisé les lieux et il est venu vers moi. Il s'est penché, m'a parlé sans relâche, m'a tenu en éveil. Il ne m'a pas laissé partir. Il était là, au bon endroit, au bon moment, comme si Dieu l'avait placé là, juste pour moi. Peut-être était-il un ange envoyé pour changer le cours de ma vie. La désincarcération a duré 3 heures, mais pour moi, ce n'était que 5 minutes. Le temps n'existait plus. Tout était confus. Je me souviens seulement du bruit de l'hélicoptère, du ciel et de ces voix qui continuaient à me parler. Et puis, blackout. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais plongé dans un flou irréel. Je venais de passer plusieurs jours dans le coma. Des sons étouffés résonnaient autour de moi. Des visages flottaient dans ma vision, familiers mais flous, comme dans un rêve brisé. J'ai tenté de bouger, rien. Mon corps refusait de répondre. C'était comme si j'étais enfermé dans une cage invisible. J'ai voulu parler, crier, poser des questions, mais aucun mot ne sortait. Puis un homme s'est approché de moi, le regard sérieux, mais incroyablement doux. C'était le neurochirurgien. Il s'est assis à côté de mon lit, a posé doucement sa main sur mon épaule, et avec une voix pleine d'empathie, il m'a expliqué ce que personne ne devrait jamais avoir à entendre. J'avais subi une lésion très grave de la moelle épinière, entre la 3e et la 7e vertèbre cervicale. Il m'a dit que je ne remarcherais peut-être plus, que je devais me préparer à rester hospitalisé pendant longtemps. Ces mots étaient lourds, mais jamais cruels. Ils étaient enveloppés de respect, de compassion, d'une humanité sincère. Pourtant, malgré sa bienveillance, j'étais en état de choc. Les mots flottaient dans l'air comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Et quand ils ont fini par m'atteindre, j'ai senti un gouffre s'ouvrir en moi. Mon corps, ce corps que j'avais tant aimé, tant travaillé, était devenu étranger. Et mon avenir venait d'être balayé d'une seule phrase. La chose la plus difficile était cette incertitude terrifiante. Je venais à peine de me réveiller du coma, sans comprendre ce qui s'était passé, et déjà mon esprit était submergé par une peur viscérale. Allais-je survivre? Mon pronostic vital était engagé, mais je ne le savais pas encore pleinement. Ce que je savais en revanche,
c'était la terreur que je lisais dans les yeux de mes parents. Ils étaient là, juste en face de moi, figés, les traits décomposés par l'angoisse. Leur silence était plus fort que n'importe quel cri. Voir leur douleur, leur impuissance, leur cœur brisé, sans pouvoir les rassurer, c'était insoutenable. Et dans cet instant suspendu, je me suis senti à la fois vivant et déjà à moitié ailleurs. Cette incertitude, cette peur de ne jamais voir le lendemain m'a marqué à jamais. 4 mois interminables ont suivi en réanimation. 4 mois oscillant entre l'espoir ténu et la peur constante. Chaque jour, mon corps luttait en silence pour maintenir la vie. Chaque respiration, chaque battement de cœur était une victoire contre l'abîme. Je vivais au rythme des machines, des alarmes, des regards inquiets du personnel médical. La moindre infection, la moindre complication pouvait tout faire basculer. Autour de moi, ma famille priait, mes proches retenaient leur souffle, et moi, au fond de ce lit médicalisé, je comprenais peu à peu que ma vie, celle que j'avais connue, ne reviendrait pas. La prise de conscience était lente, douloureuse, implacable. Rien ne serait jamais plus comme avant. Lorsque j'ai quitté la réanimation pour le centre de rééducation, j'étais rempli d'espoir. J'espérais retrouver une partie de moi-même, progresser, me reconstruire petit à petit. Mais à peine arrivé, la réalité m'a frappé de plein fouet. Un médecin très direct m'a reçu pour un premier entretien. Il n'a pas tourné autour du pot. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Vous ne remarcherez jamais ». Puis sans vraiment de pause, il a enchaîné. Notre seul objectif, c'est de vous rendre minimum d'autonomie. Le but, c'est que vous puissiez retourner chez vous, dans un fauteuil, et que vous y restiez pour le reste de votre vie. Ces mots m'ont glacé. Je venais à peine de survivre à un cauchemar, et voilà qu'on m'enfermait dans un autre, sans issue, sans lumière. Il n'y avait ni douceur, ni espoir dans ces paroles, juste un constat clinique, cru, implacable. En sortant de ce rendez-vous, j'étais là. C'était la première fois depuis l'accident que je ressentais une telle détresse intérieure. Je me souviens du moment où j'ai raconté à mon père cet entretien dévastateur. Il m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni larmes, mais une force tranquille, une foi inébranlable. Il s'est approché de moi, m'a pris la main et m'a dit d'une voix posée mais remplie d'émotion. « Les médecins ne sont pas Dieu, ils ne décident pas de ton destin. Garde la foi, bats-toi et laisse-les parler. » À cet instant, c'est comme s'il m'avait insufflé une nouvelle énergie, un souffle d'espoir. Mais ce n'est pas tout. Submergé par la colère, il a ensuite exigé un rendez-vous avec ce médecin, puis avec le directeur du centre. Il ne supportait pas l'idée qu'on m'ait annoncé une telle chose de manière aussi brutale. Il s'est levé, il a élevé la voix, il a parlé avec le cœur d'un père blessé, révolté, prêt à tout pour défendre son fils. Sa réaction a été interprétée comme une menace, et cela nous a valu une plainte, à lui comme à moi. Mais je n'ai jamais eu honte, bien au contraire. Ce jour-là, j'ai vu mon père se dresser comme un lion face à l'injustice. Il m'a défendu avec l'instinct d'un protecteur, avec l'amour le plus pur qui soit. Il restera à jamais mon héros. Ces longs mois passés au centre étaient faits d'épreuves, mais aussi de petites victoires. Chaque progrès, même minuscule, m'offrait une raison supplémentaire de continuer à me battre. En juillet 2013, j'ai enfin quitté le centre. Cette sortie était pleine d'incertitudes, mais je savais aussi qu'elle représentait le début d'un nouveau départ, rempli d'espoir. Après avoir quitté le centre de rééducation en juillet 2013, je suis rentré chez moi. Mais ce retour était loin d'être simple. Tout avait changé. Ma maison avait été adaptée, mais c'était à moi de m'adapter
à une nouvelle vie. Les premiers temps furent particulièrement difficiles. Des gestes du quotidien auparavant si naturels devenaient des défis immenses. J'ai dû réapprendre à vivre autrement, à dépendre des autres. Une situation que je n'avais jamais envisagée auparavant. Heureusement, ma famille et mes amis étaient là, omniprésents, généreux et patients. Le soutien qu'ils m'ont apporté chaque jour a été une source constante d'énergie et d'espoir. Au-delà des défis physiques, il y avait aussi les défis émotionnels. Il fallait accepter cette nouvelle réalité, accepter mon corps, accepter les regards extérieurs. J'ai souvent douté, pleuré, eu envie de tout abandonner, mais l'amour de mes proches m'a permis de tenir bon. Au fil des années, j'ai appris à apprivoiser cette nouvelle vie, à la façonner à mon image, malgré les contraintes et les douleurs. Ce que j'avais perdu, j'ai tenté de le compenser par une quête intérieure, par une réinvention de chaque instant. J'ai appris à redéfinir le bonheur. Il ne se trouvait plus dans la performance ou l'agitation du monde, mais dans la simplicité d'un sourire échangé, dans la chaleur d'un café partagé avec un proche, dans la lumière douce d'un matin calme. Chaque geste que je retrouvais, chaque moment de paix, chaque respiration sans douleur était une victoire. Aussi minuscule soit-elle, elle représentait un pas de plus vers la reconstruction. Vivre différemment, oui, mais vivre tout de même, pleinement, en savourant chaque seconde arrachée au désespoir. Puis est arrivée l'année 2020, et avec elle, la pandémie. Vous savez, celle dont on ne peut pas dire le nom, sinon on pourrait se faire passer pour un complotiste. Enfin bref. Cette période a marqué nos vies à tous, bouleversant notre quotidien, nos relations, notre vision du monde. Ma famille n'a pas été épargnée. Ma mère, atteinte par le virus, a été hospitalisée en soins intensifs. Elle a failli nous quitter. Ce moment fut pour moi particulièrement douloureux et angoissant, me faisant réaliser encore davantage la fragilité de la vie et combien chaque instant passé avec ceux que l'on aime est précieux. Cet épisode traumatisant m'a profondément marqué, poussant encore plus loin ma réflexion sur la vie et mon désir d'un nouveau départ. Entre ma sortie du centre en 2013 et l'année 2020, il y a eu bien plus qu'un simple quotidien. Il y a eu des années entières de lutte silencieuse. Des moments dont je parle peu, mais qui ont profondément marqué mon corps et mon cœur. J'ai connu des pneumonies à répétition, des opérations douloureuses à cause d'escarres qui refusaient de cicatriser, des nuits à l'hôpital à me demander si j'allais tenir. Parce que la vérité, c'est que le corps d'un tétraplégique est vulnérable. Il souffre en silence, il encaisse, il fatigue vite. Et parfois, moi aussi, j'ai fatigué. Mais je suis resté là, à chaque épreuve, debout, dans ma tête. Ces années ont été faites de douleur, mais aussi d'amour, de courage et de persévérance. Peut-être qu'un jour, je prendrai le temps de les raconter. Dans un autre documentaire, peut-être, parce qu'elles méritent, elles aussi, d'être entendues. Juste après la première vague de la pandémie, j'ai ressenti le besoin d'un changement radical. J'ai décidé de m'installer en Espagne pour redonner un nouveau souffle à ma vie.
Entre l'Espagne et moi, c'est une grande histoire d'amour qui dure depuis mes 18 ans. Dès que j'y ai mis les pieds pour la première fois, quelque chose en moi a vibré. J'y retournais chaque été, puis de plus en plus souvent, comme on revient voir un vieil ami, un refuge, une partie de soi. J'ai eu la chance de parcourir toutes les régions de ce pays vibrant, vivant, plein de contrastes et de chaleur humaine. Mais s'il y a bien un endroit qui m'a marqué à jamais, c'est l'Andalousie. Et au cœur de l'Andalousie, Malaga. Cette ville, c'est plus qu'un simple lieu. C'est une atmosphère, un souffle, une lumière unique. Il y a là-bas une alchimie mystérieuse, comme un pont entre l'Orient et l'Occident. Une rencontre harmonieuse de deux cultures, deux mondes, qui autrefois coexistaient, s'enrichissaient l'une l'autre. Ce mélange, on le ressent dans l'architecture, dans la musique, dans les regards. C'est un endroit où souffle une paix silencieuse, presque sacrée, une tolérance naturelle profondément humaine. Et dans le monde d'aujourd'hui, qui crie, qui divise, qui oppose, cet esprit andalou résonne comme un rappel. Un appel à l'unité, à la fraternité, à l'amour des différences. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'Espagne, pour ce nouveau départ, parce qu'elle représente pour moi une terre de cœur et d'espoir. Ces 2 premières années en Espagne ont été incroyables. Le soleil, l'ambiance chaleureuse et les rencontres m'ont redonné goût à la vie et à la confiance en moi. Cette période m'a permis de réaliser que la vie pouvait être belle malgré les défis, mais elle a également éveillé en moi un désir de repousser mes limites encore plus loin. Hello. Ça, j'ai déjà fait ça. Tu t'es mouillé la tête là, comme tu fais souvent. déjà fait avec Kassem. Tout le temps on le fait, toi et moi. D'accord. Une de quoi? Ok. Tu veux ou pas? Ouais. On y va? Ok, tu veux. Une. Deux. Elle est bonne, hein? Está buena. Claro. Más inclinado. Muy bien. Puedes hacer pequeñas videos, ¿verdad? Porque esta será muy larga. Puedes cortar y hacer otra. Vale. Toma la segunda. Doudoune! Yeah! Ici, il fait beau, hein? Ah oui. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahora sube el balón Rodrigo a la derecha para Marcos Llorente, Fernández esperando en ese lado. Imparados los jugadores españoles, manteniendo la posición de balón en la selección. Abre la porra. Vous voulez faire une partie tous les deux? Non, je vais faire une pause. moi je sais pas jouer, je suis Ah, nulle. depuis tout à l'heure là,
Ah, es une vidéo. Pasa, Yusef. Nos vamos a tomar algo a Bacanal. ¿Te vienes? Regardez le temps qu'on a, les amis. On est le 10 décembre. Malheureusement, en 2022, j'ai commencé à sombrer dans une profonde dépression. Tout semblait pourtant paisible. La routine s'était installée, le confort était là, mais c'est justement cette absence de défis, de projets, de perspectives qui m'a rongé de l'intérieur. Je tournais en rond dans une vie figée, sans but. Comme dans le film Rocky, j'avais perdu ce feu sacré, cette étincelle qui m'avait toujours... J'avais perdu la niaque. Mon regard s'était éteint, et au fond de moi, je savais que si je voulais m'en sortir, il fallait que je retrouve l'œil du tigre. Cette rage de vivre, ce regard de combattant, celui qui ne lâche rien. Ces 2 années ont été parmi les plus dures de ma vie. J'ai atteint un point où il fallait prendre une décision décisive, me laisser sombrer ou me redonner une dernière chance.
C'est alors que j'ai décidé de tenter une thérapie innovante en Thaïlande. J'avais touché le fond, et ce projet est apparu comme une lumière au bout d'un tunnel. C'était ma dernière carte à jouer, mon dernier espoir pour briser ce cycle d'inertie et retrouver un sens à ma vie. J'avais besoin de me reconnecter à quelque chose de plus grand, de raviver une étincelle. Cette thérapie, je ne la voyais pas comme une garantie, mais comme une opportunité, une main tendue, une aventure aussi effrayante que vitale. Si je voulais retrouver l'œil du tigre, c'est là-bas que je devais aller le chercher. Avant mon départ en Thaïlande, j'avais atteint un poids critique, 100 kilos. Ce poids accumulé au fil des mois de fatigue et de renoncement était devenu un symbole de ma chute, un fardeau à la fois physique et mental. Il freinait mes mouvements, pesait sur ma santé et m'éloignait de toute chance de réhabilitation efficace. Plus encore, il me rappelait chaque jour que je m'étais un peu perdu en chemin. C'était une urgence absolue. Je savais que si je voulais réellement saisir cette dernière opportunité en Thaïlande, il fallait que je commence par me retrouver, par alléger ce corps devenu mon premier champ de bataille. Je savais que je devais absolument perdre du poids pour que la thérapie soit efficace. J'ai entrepris un régime alimentaire strict et une préparation physique intense, malgré les difficultés liées à mon état. Cette préparation m'a permis non seulement de perdre du poids, 9 kilos en 3 mois, mais aussi de retrouver confiance en moi. Je savais que ce n'était pas encore suffisant, que je n'étais pas encore redescendu à mon poids de forme, mais je voyais déjà la différence. Mon corps recommençait à répondre, mon énergie revenait peu à peu, et surtout je sentais que j'étais sur la bonne voie. Ce chemin, je l'avais commencé avec l'envie de me sauver moi-même. J'étais enfin prêt à tenter cette dernière chance en Thaïlande. Hola mis amigos, eh bien je voulais vous remercier de tout cœur pour tous vos messages de soutien. Muchas gracias por sus mensajes, por su apoyo y os quiero mucho. Merci beaucoup, je vous aime. Hola a todos, estamos aquí en España, en casa de Youssef, que ha invitado a unos amigos a hacer una barbacoa y los voy a presentar, ¿vale? Aquí están los amigos de Youssef que han venido a compartir una barbacoa con él hoy. A ver, vamos a empezar por aquí. Hamza. Adnan, María, Pilota,
Aquí está la pequeña Ana. Y Yusef, Imen. Y el grande Ro. Y ya ves que aquí, bueno, la barbacoa, bueno, está ahí un poco humado, un fire. Y nada. Barbacoa eléctrica con fuego. Esta es mi compañera Imen, que me va a decir lo que está haciendo allí cocinando, porque no sé qué. Voy a enseñarte Ven, ven. cómo lo hago. ¿Sabes? Y voilà. Bueno, ya todos saben por qué vas a ir y qué es lo que quieres conseguir. No tienes nada que perder. Al fin y al cabo, como tú me dijiste el otro día, poco a poco y inshallah todo saldrá bien. Inshallah, que todo salga bien para mí. Volver a y disfrutar para aquí, todos juntos todo otra vez el de nuevo. mundo. Por ahí. Y también supongo que sabrás que todos que estamos aquí y tienes muchos amigos, mucha familia, que todos te van a apoyar. Y no sé, Imen y yo vamos a ir contigo, no sé, a esta aventura y vamos a estar ahí apoyándote no sé, en todos momentos. Y no sé, que tienes mucha gente a tu lado que puedes contar con ella, ¿sabes? A distancia, no importa. Claro, tanto aquí El y deber es para allí. subir tú solo, Yusef. Exacto. Exacto. Que no, piensa que no ha cumplido con lo que debería cumplir, pero si se da cuenta y lo arregla, da igual. Dice mejor tarde que nunca, como dice el hecho. Entonces, yo creo que puedes hacer las cosas bien, y nunca es tarde. Muchas gracias. A ti, hermano. El españolito, latino, ¿cómo era? Moreno y latino, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Pues sale España, ¿no? ¡Viva España! Ole. Ole, ole. Ole, Yus. Et voilà les amis, c'est l'heure du départ. Donc on est à Roissy-Charles de Gaulle avec Captain Pimous. Captain, Hola, hola. ¿quieres decir algo? Pues nada, aquí estamos preparados para esta aventura que nada, que va a ir todo bien, estoy seguro. Y nos ha acompañado Sadia, la hermana de Yusef. Y nada, todos listos para el viaje. Voilà, c'est l'heure du grand départ. Merci beaucoup pour tous les messages de soutien. Et on reste ensemble. Je vous enverrai des nouvelles très prochainement. Adiós, hasta pronto. Para grabar Sadia. A grabar la petite Sadia. Elle est là. On attend pour l'embarquement en face. Aquí estamos esperando para pasar a las puertas de embarque. Je n'aime pas. Vamos a poner en YouTube. Y nada, bueno, aquí estamos esperando para pasar a la sala de espera. Y ya nos queda poquito, queda una hora o así para embarcar y no, para que salga el avión. Entonces ya queda nada para empezar esta aventura, ¿eh? Captain? Mais oui, ¿eh? Nada. Donc, à tout à l'heure, ¿eh? Hola chicos, aquí estamos en las puertas vamos hacia las puertas de embarque, ya para embarcar al vuelo de Bangkok. Y nada, acabamos de estar en la sala VIP de, ¿cómo es? Sky, ¿cómo se llama? Sky, ¿cómo se llamaba? Yusef? Sky Premier o no sé qué. Sky Priority. Esto era Sky Priority de Air France. Y nada, estamos de camino a la puerta de embarque, ya para montar en el avión. Voilà.
Hola, pues ya estamos aquí en el avión, ya estamos, os enseño la ruta que llevamos. Estamos ya en Turquía. Aún nos quedan 8 horas para llegar a Bangkok. Y nada, aquí está Youssef también, ya está dormidito. La verdad es que hemos pensado un poco de estrés esta tarde para sentarnos al avión porque como es un poco estrecho les ha gustado un poco a meter a Youssef aquí en el asiento y ahora los voy a enseñar, ¿vale? El problema es que esta parte de aquí, para que entre Youssef a sentarse en este asiento, es muy estrecho. Nada. Pues nada, aparte de eso, el problema de sentarse aquí en la silla, lo demás ha ido todo muy bien y nada, acabamos de comer y ahora vamos a descansar. Se llevará. Pues nada, ya nos vemos más tarde. Adiós, chao. Hola, pues nada, nos quedan 8 minutos para llegar a Bangkok. Y pues nada, todo un viaje muy bien. Youssef ha dormido bastante durante el vuelo y yo también. Entonces, nada, vamos a llegar como nuevos allí. Mira, ya, Bangkok. Nos quedan 5 minutos. ¿Qué te parece el viaje, Yus? Le voyage était bien. Je me suis bien reposé, franchement. Mon business, c'est super agréable de voyager. Préparez-vous à l'atterrissage. Merci. Et voilà. Donc, Tout va bien, en donc. route pour de nouvelles aventures. De camino para nuevas aventuras. Mais oui, c'est comme ça, hein? Et merci, hein. Merci à toi, hein? Tu veux parler, demande. On voulait dire un mot. Díselo de... Ah, merci. Vous dites un mot ou pas à la caméra? Pardon? Vous dites un mot à la caméra? C'était un plaisir de vous avoir à bord et puis j'espère vous revoir très très vite. Merci beaucoup. Ça voudrait dire que les vacances sont finies ou je sais pas, donc peut-être avec une petite pointe pour repartir ailleurs. Je sais. À bientôt. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. On arrive et on sent la pression monter. No, Kaizen. Mais oui. Kaizen. Así es, poco a poco, ¿eh? Ya un pasito más hemos tomado, ¿eh? Merci, hein? Merci a toi, pues así es. Ya no nos queda nada. Ya os iremos contando. Chao. Mon arrivée à Bangkok marquait le début d'une aventure pleine d'incertitudes, mais aussi de grands espoirs. Dès le premier jour, j'ai été accueilli avec une chaleur humaine exceptionnelle. Pues nada, aquí estamos en el hospital de donde vamos a quedar estos días con Youssef. Y nada, aquí tenemos mucha gente que nos está ayudando y que están siendo súper amables. Ahora nos están llevando a nuestra habitación donde vamos a quedar hasta enero, creo. ¿Ya? Bien amplia, que es esta habitación. Es enorme la habitación.
un mini piso aquí, ¿eh? ¿A que sí? Ah, mira, ya nos traen la comida, acabamos de llegar y ya los pobres ya no están sirviendo la comida. Hola, buenos días a todos. Que aquí ya estamos en Bangkok, ya estamos en la clínica. Hoy es martes, día 11 de diciembre. Llegamos ayer del vuelo de París a Bangkok, pero como tuvimos un día así un poco ajetreado entre un poco de problemas con la silla, con el tema de las baterías y bueno, al llegar aquí ya empezamos con las reuniones del médico y bueno, ayer fue un día un poco intenso, entonces no hemos grabado mucho, pero bueno, aquí ya estamos en el piso y que ahora os enseñaré un poquito. Y también Youssef está un poquito cansado después del viaje de ayer y parece que no se encuentra ya muy bien. Vamos a ver porque van a hacer unas pruebas de COVID, a ver si ha cogido el COVID. Esperemos que no, pero bueno, ahora luego más tarde nos dirán. Por eso llevo mascarilla, ¿vale? Pues nada, ahora os enseñaré aquí un poco el piso, que está muy bien. Y bueno, a ver si ahora os puede decir unas palabritas, Youssef, a ver cómo se encuentran, ¿vale? Venga, os enseño el piso. Esto es, mira, la habitación de Youssef. Hey, buenos días. ¿Cómo estás? Que Saba. Bueno, pues nada, te dejo descansar un poquito y nada, luego ya os iré informando qué tal va Youssef, qué tal salen las pruebas. Y pues nada, hasta pronto. Chao. Hola, pues mira, nos acaban de hacer el test de COVID, tanto a mí como a Youssef, y parece ser que ha salido negativo. Entonces creemos que solamente es por parte de Youssef que cansancio del vuelo, que no ha dormido durante el vuelo de ayer y hoy, ha tenido muy mala noche. Entonces esperemos que sea solamente eso. Ahora mismo están ahí sacándole una analítica de sangre, que como veis, y nada. Nada, que son aquí todos muy majos, el personal, y le están tratando súper bien. ¿A que sí, Yus? Pues nada, me están haciendo eso y luego tenemos ahora otra reunión con el fisioterapia y tal, a ver lo que dicen. Venga, ya luego hablamos. Chao. Hola, pues nada, acabo de salir un momento de la habitación, voy a ver si puedo comprar unas cosas y ahora solo para enseñaros la clínica por fuera. Mira, esta es la clínica. Como veis es bastante grande y es bonita. Tenemos aquí un chico de seguridad. Está ahí, aquí hay otro. Hola, buenos días a todos. Solo para informarnos un poco de lo que pasó ayer, que al final nos hicieron un test de COVID y los dos, tanto Youssef como yo, hemos salido negativo, entonces son buenas noticias. Lo único es que Youssef estaba bastante cansado ayer, entonces habíamos cancelado las terapias y todo que tenía previsto de ayer. Pero hoy ya es otro día, ya se ha duchado y está como nuevo y ahora mismo están haciéndole una analítica de sangre y van a empezar con el primer tratamiento hoy de las células madres por vena. Mira, ahí están, que no me dejan grabar, pero nada, solamente para enseñarles ahí un poquito que ahí están ya con lo de eso.
Hola, aquí hemos salido un momento a dar un paseo con Josep, la primera vez que sale de la residencia y bueno, mira, ahí va. Con salchichas, el chico. Mira, este sí que está bien ahí en la hamaca, durmiendo. Hey, hello. Hello, hi. Y yo izquierda, he ido para allá. ¡Hala! Un montón de pájaros salen ahí. Este está bailando, está contento de verte, ¿eh? Mira. Vamos, mira, esto parece un bus o un taxi. ¿No? ¿O qué? Yo iría por la calle del otro lado, sí. Sí. Vamos a cruzar. Es en la esquina. Bueno. He dejado a Josep 2 minutos y ya está liado hablando con gente. Mira, ahí está. A la derecha. This road. Turn right? Yeah. You stay in area. Okay. Harbour. Perfect. Thank you very much. You can walk. Okay. Thank you very much. Mira el de... Majos, ¿eh? Creo que es este, aquí a la derecha. Yo entendí aquí. ¿O no? Ahora se lo pregunto. Que no. Vuelvo atrás y le pregunto. Avísate cuando se puede. Después de la moto esta. Vamos, ¿eh? Hola, aquí estamos en el parque de... hemos llegado aquí y como decía el taxista, aquí en Bangkok hacen muchos festivales y resulta que aquí es el Bangkok Illumination Festival. Mira, os enseño. No sé si será por la noche o tal, pero lo tienen aquí todo preparado para montar un festival. No sé cuándo será, pero bueno, aquí están. Y mira, aquí está Josep ya hablando con su amigo Jimmy y ha traído una amiga suya que se llama Dedem. We trained together in the past. Yeah, he told me about that. It's so nice. But I was stronger. Yeah, he was more stronger than me. Huh? I'm telling you. He's still strong. He's very strong. You see- Yes. You see the body, but you see before, big guy. So here's Jimmy. Yeah. He's a you friend. He's staying here for. How long have you been staying here in Bangkok? Huh? How, No? Yeah. How 1st long? December You- 2024. Oh, you just arrived Only then. 2 weeks. Yeah, just Oh, arrived, wow. And this is his yes. friend. What about you, Jidem? 12 years. He's been 12 telling me. years, yeah, A long time. It's been 12 years. So yeah, they've come to meet Yusef for the day. This is a day off, and we're going to spend the day all together, no? I speak Spanish. Or French. Whatever you prefer. Let's give it a try. Yeah. Estoy muy feliz aquí con mi gente, mi amigo de toda la vida, ¿sabes? Qué casualidad que On est está là, aquí, ¿no? avec le On est là. refrain jusqu'au bout. On est là.
Bangkok es una ciudad muy bonita. Sí. Bueno, vamos a empezar a verla un poquito por aquí, ¿no? Descubrir Sí. calor, Calor, sí, sí. mucho calor. Pero este airecito viene bien, ¿no? Tener... Hot, very hot. Oh, yeah. Super hot. It's actually kind of season right. Le personnel médical m'a expliqué en détail chaque étape du traitement, les passages au bloc opératoire pour recevoir les injections de cellules souches, et j'ai tout de suite ressenti leur professionnalisme, mais aussi leur profonde bienveillance. Chaque intervention était éprouvante, physiquement et psychologiquement. Le simple fait de me rendre au bloc opératoire, allongé sur un brancard sous les néons blancs, suffisait à faire monter l'angoisse. La douleur, une fois l'injection effectuée, était brutale, parfois insupportable. Mon corps criait, mes nerfs étaient à vif, mais je m'accrochais. L'anxiété, elle, ne me quittait jamais vraiment. C'était une compagne silencieuse, tapie dans un coin de mon esprit. Et pourtant, malgré tout, il y avait cette étincelle, cette conviction qu'au bout de cette souffrance se trouvait peut-être une amélioration, une renaissance. L'espoir, c'est lui qui me tenait debout, même quand je ne pouvais plus marcher. Les séances de rééducation qui ont suivi étaient parmi les plus intenses et éprouvantes de toute ma vie. Mon corps déjà affaibli était mis à rude épreuve quotidiennement. Chaque mouvement, chaque étirement, chaque tentative pour reconquérir ne serait-ce qu'un geste me demandait une énergie colossale. La douleur était constante, lancinante, parfois insoutenable. J'étais fatigué, épuisé, vidé, et souvent l'envie de tout lâcher me frôlait. Mais au fond de moi, il y avait cette petite voix, cette flamme qui refusait de s'éteindre. Alors je serrais les dents, je ravalais mes larmes et je continuais, parce qu'abandonner, ce n'était pas une option. Malgré ces moments difficiles, le soutien inconditionnel de l'équipe médicale et les liens que j'ai tissés avec eux et les autres patients m'ont permis de tenir bon. Ce n'était pas seulement des professionnels face à un patient, c'était des humains face à un autre humain. Il y avait des sourires qui redonnaient du courage, des regards qui comprenaient sans juger, des gestes simples mais empreints de compassion. Ensemble, on formait une petite communauté de combattants. Chacun avec ses douleurs, ses espoirs, ses progrès. Mais je n'étais pas seul non plus en dehors de l'hôpital. Le soutien indéfectible d'Imen et Isabelle, mes assistantes au quotidien, a été une encre dans la tempête. Leur présence constante, leur patience, leur compréhension sans faille m'ont aidé à garder le cap. Elles ont été mes bras, mes repères, ma force silencieuse dans l'ombre. Et bien sûr ma famille, toujours là. Leur amour, leur présence, leur foi en moi m'ont porté encore et encore. Chaque centimètre gagné, chaque muscle qui répondait à nouveau, chaque geste retrouvé était une immense victoire. Et ces moments, on les célébrait comme on célèbre une renaissance, avec des éclats de joie sincères, parfois des larmes discrètes, mais toujours cette sensation de franchir un mur que l'on croyait infranchissable. À la fin de ma réhabilitation, je me suis accordé 10 jours pour souffler, pour respirer à nouveau. Ces quelques jours, je les ai vécus comme une parenthèse de légèreté après des mois de combat. Explorer Bangkok, cette ville bouillonnante, colorée, imprévisible, c'était comme revenir à la vie. Chaque ruelle, chaque plat dégusté, chaque sourire croisé me rappelait que j'étais encore là, que malgré la douleur et l'épuisement, j'avais tenu bon. C'était un moment suspendu, presque irréel, où je retrouvais un peu de cette liberté que j'avais cru perdue à jamais. Hola, buenas tardes a todos. Ya que Youssef ha terminado su rehabilitación y tal, pues esta semana toca visitar algunos lugares de aquí de Tailandia. Ahora mismo estamos en el Ancient City de Bangkok
Es un museo, an outdoor museum, apparently one of the largest. Aquí estamos con el Yus y Rob, los gringos. Entonces, Súper bonita, ¿verdad? ¿Quieres besar o no? ¿No? Bueno, Sí. Vamos a quedarnos un rato aquí en la sombra. watch out for these cameras. watch out. The spaceship, eh?
Le personnel de l'hôpital a organisé une fête de départ qui m'a profondément bouleversé. Cette soirée n'était pas une simple célébration, c'était un véritable hommage, un moment suspendu où l'on sentait battre les cœurs à l'unisson. Il y avait des sourires, des larmes, des accolades, des regards remplis de gratitude et d'affection. Chacun à sa manière venait me dire au revoir, mais aussi bravo, bon courage, à bientôt. Dans cette salle décorée avec soin, il y avait une chaleur humaine incroyable, une sincérité que je n'oublierai jamais. Ce soir-là, je me suis senti aimé, soutenu, reconnu pour ce que j'avais accompli, et profondément touché par cette famille de cœur que je m'étais construite à l'autre bout du monde. Comes from the depths of my heart. When I arrived here, I was at my limit. My body was exhausted, and my spirit even more so. I was filled with doubt, wondering if I still had the strength to keep going. But day after day, thanks to all of you, something changed within me. I love See. Okay, I'm just going to carry on a little bit with yourself, okay? But this message is from him. You didn't just provide me with medical care. You lifted me up. You surrounded me with kindness, patience, and incredible professionalism. You gave me more than just treatment. You restored my hope. You gave me back the strength to believe again, to fight, to see a future worth building. Today, I live transformed, not only physically, with progress I never dared to imagine, but also internally I feel stronger, more confident, and more determined than ever to continue this journey. And that is thanks to you. Each one of you played a role in this transformation. The doctors, the nurses, caregivers, physiotherapists, occupational therapists, administrative staff, and cleaning team. You are more than just a team. You are a family that gives second chances to those who need them. Where is Harley? He's not here. Never mind. A special thank you to Harley, a truly kind-hearted nurse who cared for me with incredible attention and humanity. Your presence was a real comfort during difficult moments. To my amazing occupational therapists, Prem and Opal, who, with patience and determination, helped me regain independence
and push my limits. You didn't just help me physically, you gave me the confidence to believe in myself again. To my physiotherapists, May, Lee, and all those who accompanied me through the airport, the pain, and most importantly, the victories. Your work is not just about physical progress, it's about transforming lives. Thanks to you, I regained strength I thought was lost. Also, a huge thank you as well to Co, my hairdresser, who took care of me with such gentleness and attention to T-Down. Because regaining dignity also means feeling the desire to take care of oneself. And you brought that with every gesture, every haircut, every smile. And how could I not thank Diego? The bike representative, who was more than just a coordinator, a true support. Diego, you are always there, always listening, always making sure my stay was as smooth as possible. Thanks to you, I was able to experience this journey under the best possible conditions. You handled every detail as if I were a member of you. And I will never forget. Finally, I want to say a heartfelt message to Tammo and Bima. You are truly special souls, extraordinary people who made my stay brighter with your presence. Never change. Stay just as you are, because you are unique and invaluable. You have left a mark on my heart, and I will never forget you. Thanks to all of you, I live here with a new outlook on the future. I live with hope, strength, and deep gratitude. What you do every day is more than just a job. You change lives. And today, I just want to say, you have changed my. Le lendemain, quitter Bangkok et ses personnes extraordinaires fut une épreuve en soi. J'avais tissé des liens sincères, profonds, presque fraternels avec celles et ceux qui m'avaient accompagné jour après jour dans cette aventure. Cette équipe médicale, ces patients devenus compagnons de route, étaient devenus une nouvelle famille, un refuge dans l'adversité. En les quittant, j'avais l'impression d'abandonner une partie de moi-même. Ce n'était pas un simple au revoir, c'était un arrachement. Je me sentais à la fois reconnaissant et bouleversé, comme si je refermais une parenthèse sacrée, lumineuse malgré la douleur. Ce départ fut l'un des moments les plus douloureux émotionnellement de toute mon aventure, parce qu'il signifiait la fin d'un chapitre intense, humainement riche, et la nécessité de continuer seul ce chemin entamé ensemble. Après avoir quitté Bangkok, je suis rentré à Paris. Le retour était chargé d'émotions contrastées. J'étais heureux de retrouver ma famille et mes amis, mais en même temps,
je ressentais profondément l'absence de cette deuxième famille laissée en Thaïlande. Reprendre mon quotidien à Paris signifiait aussi intégrer tout ce que j'avais appris à Bangkok, non seulement physiquement, mais aussi humainement. Ce voyage m'avait changé pour toujours, et il fallait maintenant transformer ces changements en une nouvelle façon de vivre et d'aborder la vie. Je tiens à remercier du fond du cœur ma famille, qui n'a jamais cessé de croire en moi, et dont l'amour inconditionnel m'a permis de traverser les moments les plus difficiles. Merci à mes amis Adé, Papon, Dom, Malik, Salim, Sarah, Rebecca, Sonia et tous les autres, mes amis de toujours, mes frères et sœurs. Un immense merci à toi, Rolf, mon ami fidèle d'Espagne, pour m'avoir accompagné jusqu'en Thaïlande. Ta présence, ton soutien et ta bonne humeur ont rendu cette expérience plus légère et inoubliable. Je ne l'oublierai jamais. Merci frérot. Enfin, un immense merci à Imen, qui m'accompagne depuis 2 ans avec une patience, une douceur et une force admirables. Pendant toute cette aventure, elle a été mon pilier, mon repère, mon soutien dans les moments de doute, comme dans les moments de lumière. Ton engagement et ton amour m'ont profondément touché. Et pour finir, un remerciement tout particulier à Isabelle, mon assistante depuis mon arrivée en Espagne. Tu es bien plus qu'une aide précieuse. Tu es devenue ma carte maîtresse, mon joker, dans cette vie nouvelle. Sans toi, rien n'aurait été pareil. Tu es très certainement l'une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. Merci de ton cœur immense, de ta loyauté et de ton humanité. Aujourd'hui, j'ai appris que la vie vaut toujours la peine d'être vécue, même dans ses heures les plus sombres. J'ai appris que chaque chute peut devenir un point de départ, que chaque cicatrice raconte une victoire silencieuse. La douleur, la peur, la solitude, je les ai traversées. Mais à travers elles, j'ai aussi découvert la beauté de l'amour, la puissance du courage et l'incroyable force que l'on peut puiser dans une simple main tendue. Chaque épreuve m'a transformé. Chaque obstacle m'a obligé à aller chercher plus loin en moi. Et c'est là que j'ai compris. Ce sont justement ces moments qui nous sculptent, qui nous rendent plus humains, plus vrais, plus forts et surtout plus vivants. Un jour, je suis tombé sur un article sur Internet qui m'a profondément marqué. Il s'agissait d'un sondage réalisé auprès de personnes mourantes en fin de vie. On leur avait demandé quels avaient été leurs plus grands regrets durant leur vie. Et sachez quoi, 90% d'entre eux ont répondu qu'ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait, mais ce qu'ils n'avaient pas osé faire. Cette révélation m'a bouleversé. Elle m'a rappelé que le véritable échec, ce n'est pas de tomber, mais de ne jamais avoir tenté. Alors si vous avez des rêves, des projets, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez la possibilité de les réaliser, n'hésitez pas, foncez. La vie est trop précieuse pour qu'on laisse la peur nous en priver. Je m'appelle Youssef et je vous dis, ne perdez jamais espoir. Quelles que soient les difficultés, il existe toujours un chemin vers la lumière. Continuez d'avancer, toujours.
Je ne vais pas vous mentir. Cette thérapie en Thaïlande, elle n'a pas donné les résultats que j'espérais. Je ne remarche pas. Pas encore. Mais est-ce que j'abandonne? Jamais. Parce que je ne suis plus le même homme qu'avant cette aventure. Parce que ce voyage m'a redonné quelque chose d'encore plus précieux que la marche. Il m'a redonné l'envie de continuer, de me battre, de vivre. Oui, j'ai versé des larmes. Oui, j'ai eu mal. Mais au bout du chemin, j'ai trouvé une chose que je ne cherche plus à retrouver dans mes jambes. Je l'ai trouvée dans mon cœur. Et tant qu'il bat, tant que je respire, je continuerai d'avancer. Merci à vous, du fond du cœur, de marcher ce bout de route avec moi.